Bonjour à tous, c'est Félie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette troisième vidéo des jardins de résistance consacrée au climat et comment s'y adapter. Alors, si vous vous souvenez de la première vidéo, nous avions vu que le jardin est un lieu clos, mais qu'il est aussi perméable à de nombreuses influences extérieures. Nous avons vu dans la deuxième vidéo certaines de ces influences avec le sol et le sous-sol, et notamment l'influence de la géologie sur ce qui pousse à la surface. Aujourd'hui, nous allons voir plutôt ce qui se passe en l'air, les conditions climatiques, météorologiques, l'ensoleillement, la pluviométrie, le vent, les températures, etc. Et nous allons parler d'adaptation selon deux points de vue. Donc l'adaptation d'abord naturelle du jardin vivant à son environnement normal, on va dire, et puis l'adaptation au changement de cet environnement climatique qu'on vit aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, nous vivons des bouleversements climatiques et nous sommes dessous, nous, avec nos jardins. Donc c'est parti, voici le sommaire. Tout d'abord, nous allons voir le lien qu'il y a entre l'être vivant et son environnement, notamment climatique. Ensuite, nous allons voir quels sont les changements rapides au niveau du climat et quelles sont les conséquences sur le vivant. En troisième partie, nous allons voir comment nous préparer au changement climatique au sein de notre jardin avec les trois mots-clés adaptabilité, résistance et résilience. Puis nous verrons les changements brutaux du climat au sein du jardin, du fait du jardinier, avec des mises en garde. Puis nous passerons au jardin pour voir ce que j'ai fait chez moi, ce que j'ai commencé en tout cas, pour la gestion de l'eau et du vent. On y va. Le lien être vivant-environnement. C'est un lien véritablement organique entre l'être vivant et son environnement. Les deux sont indissociables. À chaque espèce correspond un type d'environnement, un habitat avec des caractéristiques précises. Et pour ce qui concerne le climat, c'est une température maximale ou minimale supportable, c'est des conditions climatiques d'hygrométrie, alimentation en eau, etc., qui font que chaque espèce est véritablement liée à son environnement. Alors pour les plantes, ça se voit puisque la plante elle est ancrée dans le sol, mais pour les animaux, c'est pareil. Alors c'est une relation qui est le résultat d'une évolution longue de plusieurs milliers ou de plusieurs millions d'années selon les cas. Et au cours de cette évolution, les espèces entrent en adéquation de plus en plus étroitement avec leur environnement. Et bien sûr, ce n'est pas une relation juste d'être vivant, enfin un être vivant, un environnement. Il y a énormément d'espèces qui vivent dans un même environnement et elles n'ont pas toutes besoin exactement des mêmes choses. Simplement, en fait, on se rend compte que plus un milieu sera riche et diversifié, plus il pourra abriter d'espèces différentes. Quand on prend l'exemple de la forêt, par exemple, dans la forêt, il y a des conditions qui conviennent à la fois aux chênes et à la fois aux cloportes, qu'ils vivent à vivre dans la litière sous les arbres et manger les feuilles mortes, etc. Alors on dit, on a quelques expressions usuelles, comme un poisson dans l'eau. Bah oui, ça relie effectivement l'être avec son environnement. Ou comme un lion en cage, là inversement, c'est un être vivant qui n'est pas dans son bon environnement de vie. Et donc dans un même environnement, certaines choses tuent certaines espèces alors qu'elles font du bien à d'autres. Il y a certaines plantes qui sont toxiques, par exemple pour certains animaux et pas pour d'autres. Certaines sont à l'aise là où d'autres peinent pour survivre. Certaines recherchent certaines choses alors que ces mêmes choses sont fuies par d'autres, etc., etc. Alors, petit à petit, donc, les espèces se sont adaptées à leur environnement. Alors, quand on dit qu'elles se sont adaptées, ça ne veut pas dire qu'elles ont décidé de changer des choses en elles pour que ça aille mieux, hein. En fait, c'est une relation de pression environnementale. C'est l'environnement qui fait que certaines caractéristiques seulement des espèces peuvent survivre et donc c'est celles-là qui sont pérennisées de génération en génération. C'est ce qu'on voit dans la théorie de la sélection naturelle et on verra quelques exemples après tout à l'heure. Et donc les êtres vivants sont particulièrement adaptés
à leur environnement et ils ont des attributs, des dons, des qualités que d'autres n'ont pas et qui vont être vraiment sur mesure pour cet environnement-là et qui va faire que leur environnement sera sur mesure pour eux. Alors on va voir quelques exemples. Dans nos contrées, nous avons le rythme des saisons, avec 4 saisons, et on voit qu'en hiver, les arbres caducs perdent leurs feuilles, ce qui leur permet d'être bien abrités, d'être bien protégés pour passer la saison froide, les périodes de gel, etc. On n'a pas de ça sous l'équateur, où il n'y a pas d'hiver et où les arbres gardent leurs feuilles toute l'année. Pour les animaux, c'est un peu pareil. On a dans nos jardins des petits passereaux qui sont insectivores, comme par exemple les mésanges qu'on voit beaucoup, qui mangent donc des insectes toute la belle saison, et en hiver, quand il manque d'insectes, ils peuvent très bien se mettre à manger des graines. Et c'est pour ça qu'on les voit au mangeoir, où on met des graines de tournesol, des choses comme ça, parce qu'ils changent de régime pour s'adapter au changement des saisons. Alors on a aussi des adaptations à la sécheresse. Alors les plantes adaptées à la sécheresse, elles ont des caractéristiques particulières. Par exemple, elles peuvent avoir un réseau racinaire extrêmement long, beaucoup plus abondant, plus important que leur partie extérieure, que la partie qui est au-dessus du sol, alors que généralement pour les plantes de climat tempéré, on a à peu près le même volume hors du sol et sous le sol. Alors en plus du racinaire, il y a aussi d'autres systèmes pour là non pas aller pomper l'eau le plus loin possible comme les racines, mais plutôt la conserver à l'intérieur de la plante et éviter l'évaporation. Donc on verra des plantes avec des feuilles très étroites ou bien qui gardent l'eau à l'intérieur de leur organisme avec des grandes réserves, ou bien qui auront des feuilles vernissées, et donc ce vernis sur les feuilles ralentit l'évaporation. Il y a aussi des espèces particulièrement bien adaptées à l'abondance d'eau. Donc tout ce qu'on appelle les arbres de milieu humide, les arbres qu'on trouve dans la ripisylve. Ripisylve, ça veut dire forêt de rive. C'est les arbres qu'on trouve au bord des cours d'eau, des rivières ou des étangs. Donc tout ce qui est saule, peuplier, aulne, tous les arbres avec un bois léger, peu dense, qui captent beaucoup l'eau et qui peuvent vivre dans des milieux très humides avec une inondation saisonnière. Et on peut même aller jusqu'à des arbres comme le cyprès chauve, qui est un très bel arbre de jardin quand on a une pièce d'eau, qui fait des racines aériennes, des pneumatophores, on les appelle. De pneuma, l'air, et phore qui porte donc la racine qui est dans l'air. Il y a aussi des espèces particulièrement adaptées au feu, qu'on trouve beaucoup dans les pays chauds, notamment en Méditerranée, mais aussi dans des contrées comme l'Australie, des arbousiers. Alors les arbousiers, ils brûlent bien sûr, mais ils reprennent très bien de la souche. On a aussi en Méditerranée les chênes-lièges qui ont une écorce qui les protège contre le feu. Donc, alors que d'autres arbres vont mourir de chaud, les chênes-lièges, eux, vont résister. Et puis, il y a même des plantes qui germent à l'aide du feu, comme certaines plantes en Australie, par exemple. Et puis, il y a aussi l'adaptation à la température. De nombreuses graines ont besoin du gel pour germer dans nos contrées. Il faut qu'il leur passe un peu de gel dessus pour qu'après, quand le printemps arrive, elles puissent démarrer. L'ensemble milieu-espèce forme un écosystème. Plus un écosystème est complexe, avec une biodiversité élevée donc, et plus il est résilient en cas d'accident, notamment les accidents climatiques. Résilience, ça veut dire capable de se réparer. Donc les espèces sont faites vraiment pour un environnement précis, et l'environnement, lui, il est constitué d'espèces et de caractéristiques bien précises aussi. Alors au sein de l'écosystème, même si les êtres vivants sont parfaitement adaptés à leur milieu et réciproquement, en fait, il y a quand même toujours des petites adaptations continuelles, puisque c'est des choses qui sont vivantes, donc ça bouge en permanence. Et dans ce cas-là, donc c'est des petites adaptations parfaitement naturelles, c'est-à-dire que des toutes petites modifications. Et il y a deux stratégies différentes selon que on parle des plantes et des animaux. Et c'est aussi un petit peu différent selon individu.
individus, selon qu'on parle des individus ou qu'on parle au niveau de l'espèce, des espèces. Alors, les deux stratégies, elles sont différentes tout simplement parce que les plantes, elles sont attachées au sol, elles sont ancrées au sol, et donc pour s'adapter à l'environnement, elles se transforment elles-mêmes, elles transforment leur corps, leur morphologie, voilà. Essentiellement, leur morphologie, elles peuvent prendre des branches, faire perdre des branches, etc. Les animaux, eux, ils ne peuvent pas perdre un membre ou se faire pousser une patte de plus, mais par contre, ils peuvent se déplacer si leur environnement ne leur convient pas, pour se mettre à l'abri, etc. Donc, au niveau des plantes individus, c'est par exemple un chêne, un arbre, on va dire un grand arbre dans une forêt. Vous verrez qu'ils ont des troncs longs, élancés, parce que tout simplement, il y en a plein autour d'eux qui ont besoin de la même lumière qu'eux. Donc, s'ils font des branches en bas, ils seront à l'ombre des autres. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Et par contre, ils ont des petites branches, des houppiers assez étroits, tout là-haut, pour aller chercher la lumière qui vient de tout là-haut. Par contre, la même espèce, donc disons que c'est un chêne, par exemple, dans un pré, il va avoir un tronc court et il va avoir des branches qui vont s'étaler dès le bas, qui vont aller dans toutes les directions. Et ça va lui faire une forme très, très ramassée, très belle généralement, tout simplement parce que la lumière, elle vient de tous les côtés à la fois. Donc, pour la même espèce, on peut avoir plein de formes différentes en fonction de l'environnement. La plante change sa morphologie, change son corps. Au niveau des animaux, on va faire un très très bel animal. Hop, avec 4 pattes. Au niveau des animaux, par exemple, prenons ce quadrupède, tout à fait indéterminé. Imaginons qu'il est en plein soleil et que son environnement ne va pas parce que sa température va passer au-dessus de la limite autorisée et que donc il va en pâtir. Ben, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il se déplace avec ses petites pattes et il va se retrouver, il est de plus en plus beau, il va se retrouver à l'ombre du grand chêne par exemple qui est dans le pré, qui est à côté. Et voilà, 2 stratégies différentes. Au niveau des espèces, les plantes et les animaux, ça marche aussi un tout petit peu différemment. Mais pour le coup, les plantes, elles peuvent un tout petit peu se déplacer. Bon, elles peuvent se déplacer, on va dire. Et les animaux, ils peuvent aussi un peu changer leur mode de vie. Imaginons pour les plantes que, par exemple, on a des graines d'une plante qui sont tombées partout, qui se sont semées partout. Et dans ce partout, il y a une zone qui est très favorable. Il y a un bon terreau, il y a la bonne hygrométrie, il y a la bonne exposition, la bonne température, tout va bien. Et là, toutes les petites plantes, elles vont pousser. Elles vont germer et elles vont pousser. Et imaginons que ailleurs, on a beau avoir semé plein de graines, mais ce n'est pas les bonnes conditions, donc il ne va rien se passer. Donc tout simplement, là, ça fait une sélection naturelle. Et au niveau de l'espèce, elle s'adapte à l'environnement. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Et voilà. Et c'est comme ça aussi que les plantes peuvent bouger. On verra ça dans la partie un petit peu plus loin. Puisque si dans cette zone-là, c'est des bonnes conditions et que là, c'est de mauvaises conditions, petit à petit, la plante, elle va aller vers la bonne zone, la zone favorable. Pour les animaux, on va prendre l'exemple d'une mare. Une mare forestière, comme il y en a beaucoup, qui se remplissent l'hiver et puis qui se tarissent l'été. Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, généralement, ça s'assèche de plus en plus tôt en été. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on a des petits crapauds. On va les faire simples, les crapauds. Hein. Voilà. Qui, toutes les fins d'hiver, viennent pondre dans cette mare. Ils font leurs œufs, ils font des grands cordons d'œufs comme ça. Et puis les petits têtards naissent. Donc
Donc là, on va dire, on est début mars. Et puis, vers la fin du printemps, les petits crapauds sortent de l'eau. Et tout bébé crapaud, tout mignon. Et là, la sélection naturelle, elle peut se faire par le calendrier, la période de reproduction. Parce que les crapauds, ils peuvent venir de très très loin. Donc, ils vont arriver pas fin février, ils vont arriver tout début mars plutôt pour faire leurs œufs. Ou alors, ils se sont réveillés plus tard que les autres. Ils peuvent se réveiller plus ou moins tôt et du coup, ils vont pondre plus ou moins tôt que les autres. Ou alors, quand ils vont arriver, les mâles par exemple, toutes les femelles auront déjà été prises et il n'y aura plus moyen de se reproduire. Enfin bon, il peut y avoir plein de raisons. Ce qui fait qu'il y a une espèce de sélection naturelle. Et si on ajoute à ça le raccourcissement de la durée d'eau qui est dans la mare, si au lieu que ça dure jusqu'à mi-juin, ça dure que jusqu'à début juin par exemple, on va avoir la sélection de petits crapauds qui vont être nés de parents très précoces, qui seront arrivés très très tôt, et ils se seront développés assez vite pour sortir quand il y a encore de l'eau, avant d'être tout sec à l'état de tétard dans une flaque de boue, quoi. Voilà. Et c'est aussi, donc, cette adaptation-là, elle se fait, mais sur un temps très long. C'est-à-dire que si d'une année sur l'autre, tout d'un coup, il n'y a plus d'eau, qu'il y a plus d'eau, par exemple, début mai, tout le monde va mourir. Les animaux n'auront pas eu le temps de s'adapter. Donc vous comprenez bien le lien entre une plante, ou un animal d'ailleurs, et les caractéristiques environnementales qu'il lui faut. Donc il faut y penser quand on achète une plante en jardinerie, en pépinière, ou quand on nous donne une plante, il faut donc recréer dans le jardin l'environnement idéal de cette plante-là. Alors il y a toujours une marge de manœuvre bien sûr, mais il faut y penser. Comme on a vu dans la deuxième vidéo pour le sol, il faut que ce soit un sol adapté, il faut aussi qu'il y ait des conditions climatiques adaptées. De quel apport en eau la plante a-t-elle besoin? Est-ce qu'elle supporte le vent ou non? Quelles sont les températures minimales ou maximales qu'elle accepte? Est-ce qu'elle pousse à l'ombre ou au soleil, etc. Donc on voit que les êtres vivants sont naturellement équipés pour s'adapter à leur environnement qui, lui, est en mouvement constant, puisqu'il est vivant. Donc ça change en permanence. Mais cet équipement, il est valable pour des changements modérés et pas trop rapides. Or aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les changements climatiques sont forts, encore imprévus en plus, et rapides. Donc pour l'adaptation, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante en voyant les changements climatiques et les conséquences sur le monde vivant. Les changements climatiques et les conséquences sur le vivant. Quelques repères. Depuis 1900, les températures du globe ont augmenté de 1 degré. En France, elles ont augmenté d'un peu plus d'1 degré. Et il s'agit des températures de surface. Mais les océans aussi ont une température en augmentation et ça joue bien sûr sur tout le milieu marin. La conséquence aussi des hausses de température, c'est la baisse de l'enneigement, la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer. Alors on voit par exemple sur ce graphique l'enneigement moyen du massif du Mont Blanc avec en jaune 1200 mètres, en violet 1800 mètres et en noir 3000 mètres. Et donc l'enneigement global en fait il est en chute, il descend tout doucement, il diminue et ça diminue plus vite dans les altitudes plus basses. Donc à 1200 mètres c'est plus rapide que à 1800 mètres et 3000 mètres. La sécheresse, alors ça dépend d'où on se trouve sur le globe, mais on va dire que pour la France, les sécheresses elles sont plus fréquentes et aussi plus intenses. Donc il y a plus de surfaces de territoires qui sont touchées par la sécheresse et les sécheresses elles sont plus fréquentes et donc intenses. En Méditerranée, c'est un cas particulier puisque là les sécheresses elles sont vraiment plus intenses. Et en plus, on a des épisodes méditerranéens qui sont aussi plus fréquents et violents. Donc un épisode méditerranéen, c'est une remontée d'air chaud qui provient de la Méditerranée et qui rencontre l'air froid en altitude, ce qui provoque des précipitations très abondantes. Et ça se produit généralement en automne parce que la mer est encore très chaude et on a déjà l'air froid
de la saison hivernale qui descend des montagnes. Et donc, quand l'air froid rencontre l'air chaud, ça fait des grands orages. Et il y en a toujours eu, sauf que là, la Méditerranée reste chaude beaucoup plus longtemps, ce qui fait que les épisodes méditerranéens sont plus fréquents et aussi beaucoup plus violents. Il y a aussi des modifications de courant qui peuvent changer le climat. Donc le Gulf Stream, qui est un courant qui part du golfe du Mexique et qui vient jusque sur la côte occidentale de l'Europe, ce courant influence les températures de l'ouest de l'Europe et on a découvert qu'en fait il est en train de s'affaiblir. Donc le Gulf Stream, c'est une des raisons, on va dire, de la douceur de la façade occidentale, du fait qu'on peut mettre des palmiers en Bretagne par exemple, parce que les hivers ne sont pas aussi froids qu'ils le seraient sans le courant. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles le climat reste doux sur cette façade occidentale de l'Europe, mais avec le Gulf Stream qui s'affaiblit, les températures pourraient baisser. Alors, quelles conséquences sur le vivant ? Eh bien, avec la modification des températures et aussi des volumes de pluie, des sécheresses dans nos contrées, les aires de répartition des espèces se décalent. Par exemple, sur cette carte, on voit l'aire de répartition du chêne vert, qui est une essence essentiellement méditerranéenne et qui ne supporte pas le froid en dessous de moins 10 degrés. Donc, on voit qu'elle est basée autour de la Méditerranée et un tout petit peu donc sur la façade atlantique. Bon, la Corse devrait être indiquée aussi parce que le chêne vert est présent en Corse. Mais en fait, sur la carte de droite, on voit que cette aire de répartition se décale et augmente énormément. Donc là, le chêne vert, avec les hausses de température, il va pouvoir être présent sur la majeure partie du territoire français métropolitain en fait. Un autre exemple, c'est le hêtre. Alors là, c'est complètement l'inverse. Le hêtre, c'est une essence qui a besoin d'une importante hygrométrie, donc une atmosphère humide, un sol frais. Actuellement, le hêtre est présent dans une grande partie de la France, essentiellement dans le nord-est et le massif central. Mais avec la hausse des températures et les sécheresses plus fréquentes, le hêtre ne va plus supporter de nombreuses régions. Et on voit sur la carte de droite que cette aire de répartition se réduit comme peau de chagrin et se place plutôt vraiment dans les régions les plus fraîches. Donc aujourd'hui où il y a énormément de hêtres, il y en aura beaucoup moins et il va être vraiment cantonné sur le massif central, Bretagne, Normandie, Nord et puis tout l'Est et les Pyrénées. Mais tout le reste, tout l'ouest de la France où il est aujourd'hui présent n'aurait plus de hêtres. En tout cas, il n'y aurait plus les conditions suffisantes pour le hêtre. Et puis pour les animaux, c'est pareil. Par exemple, on voit que des migrations se modifient, comme celle du pigeon ramier. Le pigeon ramier, c'est un oiseau qui passe l'hiver dans les contrées plutôt douces. Et donc en France, il quitte les endroits où il fait trop froid l'hiver. Eh bien, on voit que depuis maintenant quelques décennies, le pigeon ramier reste dans des endroits où avant il partait pendant l'hiver pour ne revenir qu'au printemps. Les modifications des températures entraînent des changements dans les courants, dans les vents dominants et aussi dans les événements météorologiques qui tendent à être de plus en plus extrêmes. Tout est trop. Il y a trop d'eau avec les inondations, trop d'orages, des orages plus violents, de la grêle trop violente ou bien au mauvais moment, trop tôt. Et donc c'est un coup dur pour le monde vivant, pour les plantes comme pour les animaux, évidemment. On imagine que nidifier sous un orage de grêle ou sous une inondation, c'est un petit peu difficile. Et les fructifications sont perturbées, l'environnement est devenu complètement invivable. On a vu dans les vidéos précédentes que certaines catastrophes naturelles auraient pu être évitées si on avait pris soin de l'environnement. Et notamment, on a vu que le sol doit absolument être en bonne santé et végétalisé pour pouvoir résister aux événements météorologiques extrêmes, puisqu'un sol en bonne santé va permettre d'absorber l'eau en grande quantité au lieu qu'elle s'écoule, et puis un sol bien planté en bonne santé avec une végétation qui tient le sol va résister au ravinement, va éviter les coulées de boue, les effondrements, etc. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le sol est souvent en très mauvais état, et avec le sol qui disparaît,
c'est toute la vie qu'il porte qui disparaît avec lui. Alors bien sûr, je n'ai pas été exhaustive. Je le redis, le but de ces vidéos, ce n'est pas de vous faire un cours encyclopédique, mais de vous faire comprendre les mécanismes en jeu dans le jardin. Et pour le coup, les bouleversements météorologiques et climatiques, ça peut avoir des ravages dans nos jardins. Donc comment faire? Comment s'y adapter? On peut pas s'en protéger à 100%, surtout qu'on ne sait pas encore où on va, c'est en évolution. Il y a encore beaucoup de repères qui sont très flous. Même pour les spécialistes. Mais voyons déjà ce qu'on peut faire, parce que finalement, ces bouleversements climatiques, ce n'est que des événements naturels poussés aux extrêmes, donc on peut aussi de notre côté pousser notre gestion du jardin à l'extrême, essayer de se protéger encore un petit peu plus, d'aller un peu plus loin, et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Se préparer au changement climatique, adaptabilité, résistance, résilience. Alors, quelques définitions. L'adaptabilité, en gros, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'adaptabilité dans notre cas, dans les jardins et le climat. Donc ça correspond au principe de permaculture qui dit qu'une fonction doit être tenue par plusieurs dispositifs. Donc comme ça, si on a un problème, on peut changer pour l'autre. Une même espèce, par exemple, peut être plantée à plusieurs endroits différents, avec des caractéristiques un peu différentes. Comme ça, si ça ne marche pas à un endroit, ça marche à un autre endroit. On peut aussi, si on a des amis de jardin, confier certains de ces rejetons à son jardin, à ce jardinier, pour que si chez nous on a un problème, au moins la variété soit sauvée chez lui et qu'il puisse après nous ordonner. Ça m'arrive, ça m'est arrivé. Ça peut être aussi prévoir plusieurs chemins pour rejoindre un même endroit. Comme ça, si un des chemins est bouché ou a eu une inondation, un effondrement, on a toujours un moyen d'aller à cet endroit par un autre chemin. C'est aussi prévoir plusieurs moyens d'obtenir une même chose. Par exemple, de l'eau de pluie. On peut la récupérer en citerne enterrée ou bien dans une mare. On peut aussi faire plusieurs composts, un compost classique en composteur et puis aussi des tas plus ou moins sauvages, comme on a vu que j'avais aussi dans mon jardin dans la vidéo 2. Pour les récoltes, on peut étaler les saisons de fructification ou les saisons de floraison. Par exemple, si on a plusieurs variétés de pommes, une précoce et une plus tardive, si on a un problème, par exemple un gel tardif qui gèle la première floraison, eh ben, si on n'a pas les pommes précoces, on aura toujours les pommes plus tardives qui, elles, fleuriront plus tard après cet épisode de gel. Voilà, il faut penser aux solutions de rechange et de façon systématique. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment s'automatiser quand on réfléchit au jardin, à toujours prévoir en cas de coup dur. La résistance, c'est la protection contre ce qui peut endommager le jardin et les espèces qu'il constitue. Donc, par exemple, les haies ou bosquets contre le vent, des arbres ou des tonnelles ou des murs qui font de l'ombre, des fossés ou des terrasses ou des plantations contre l'érosion et les inondations. On va voir un petit peu des détails plus loin. En fait, c'est aussi ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc on ne va pas cultiver des plantes fragiles en un seul exemplaire dans un environnement limite, un environnement éprouvant. On ne joue pas avec, vous savez, je vous avais parlé de ces étiquettes dans la deuxième vidéo, la plante supporte le gel. Donc on ne joue pas avec ces limites-là si on veut assurer le coup. On fait en sorte que la plante elle soit bien à l'aise dans son environnement dédié, vraiment comme il faut. Il faut laisser de la marge de manœuvre. Et donc enfin la résilience, donc je vous l'ai dit, c'est la capacité de se remettre après un coup dur. La capacité de se réparer. Et donc, c'est au niveau des espèces et aussi au niveau du sol et du jardin dans son ensemble, en fait, qu'il faut penser à cette résilience. Parlons plus en détail du vent. On se sert de haies brise-vent pour protéger le jardin. Donc, comment ça marche? Une bonne haie brise-vent, c'est une haie mixte avec des arbres ou des arbustes. Ça peut être aussi des petits arbustes, mais dont l'avantage est de filtrer l'air au lieu de le bloquer. Donc en fait, on a des choses
de plusieurs, plus ou moins denses, plus ou moins hautes, avec souvent des feuillages caducs qui se mélangent avec des feuillages persistants. Et en fait, le vent, quand il va arriver, il va être filtré. Et donc de l'autre côté, il sera moins fort et les plantes, elles seront protégées. Elles auront un petit peu d'eau, d'air, hein, mais elles seront quand même protégées. Et il faut savoir que la hauteur de la haie donne une idée de la largeur sur laquelle elle protège du vent le jardin. Et que en fait, c'est la hauteur de la haie fois 10 qui est protégée. Donc si vous avez une haie de 2 mètres de haut, et ben protection sur 20 mètres de large. Donc c'est super, ça protège vraiment très 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 loin. Voilà. Alors que, ben encore, on voit beaucoup trop souvent des haies qui sont monospécifiques, qui sont comme du béton vert, hein, des haies de thuya par exemple. Et alors là, ce qui se passe, c'est que en fait, ça va être très très dense. C'est du feuillage persistant, ça bloque énormément l'air. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'air, il est bloqué ici. Mais que par contre, ça fait ici, par derrière, avec les appels d'air, ça fait des tourbillons d'air, tout près. Et que du coup, ben, les plantes qui sont dedans, ben, c'est pas terrible, quoi. Et surtout, ça bloque pas l'air. Après, ça continue à abîmer le jardin derrière. Donc, voilà. C'est pour ça que quand on veut faire des bonnes haies brise-vent, il faut utiliser un mélange de plusieurs espèces. Voilà, on mélange les feuillages persistants et les feuillages caducs. Et puis en plus, une haie mixte offre un abri à la faune qui, elle aussi, protège le jardin de façon plus générale. Et puis pour les plantations fragiles, notamment les petites plantes, les toutes jeunes plantes au ras du sol, il faut penser que l'herbe autour, si on la laisse un peu pousser, fait une excellente protection contre le vent. Et en plus, ça garde aussi une humidité, donc ça empêche que les jeunes plantules se dessèchent, puisqu'ils sont encore très fragiles et ils sont très sensibles au dessèchement. On verra aussi un exemple tout à l'heure dans le jardin. Pour gérer l'eau, on utilise plusieurs systèmes et ça dépend en fait si on est en pente ou sur terrain plat. Donc en pente, on va détourner l'eau et on va casser sa force pour empêcher les ravinements. Donc quand on a une pente comme ceci, pour éviter que l'eau n'aille tout droit dans le sens de la pente et donc ne devienne très forte, on va faire des terrasses. Alors oui, on peut faire des terrasses comme ça. Hop. Ce qui fait que l'eau, elle va être absorbée dans les terrasses. Elle va être ralentie. Elle va s'intégrer dans le sol petit à petit. Et puis en plus, ces terrasses, comme on n'est pas idiot, on les plante. Et donc, les racines elles-mêmes, elles vont garder l'eau, elles vont tenir le sol et elles vont rendre les terrasses solides. Et donc, l'eau, elle va ainsi être ralentie et gardée. Et donc, elle va couler beaucoup plus lentement sans abîmer le sol. Ça, c'est ce qui se passe quand on est en pente. Et puis alors, si on prend la pente, on va dire en face, voilà, avec l'eau qui coule du haut vers le bas, ça c'est le haut, ça c'est le bas de la pente, et ben, on va avoir nos terrasses de toute façon. Mais on va aussi avoir des cultures. Si on a des cultures, on va essayer de les mettre pas dans le sens de la pente. On va les mettre de façon à casser la pente. Sur terrain plat, alors là c'est différent parce que le terrain plat, en coupe, ça fait comme ça. Et quand on a de l'eau qui tombe dessus, il pleut, et ben on a une couche, on a de l'inondation, quoi. On a l'eau qui reste. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là,
on creuse des fossés. Là, on va drainer l'eau. On creuse des fossés, on peut faire des noues aussi. Voilà, donc c'est planté, c'est pas juste un fossé de drainage. Et ça va recueillir l'eau et ça va la guider vers la pente. Et là, du coup, on va vraiment dans le sens de la pente, on va rechercher par là où ça s'écoule et on va guider l'eau pour qu'elle aille se déverser dans la pente. En complément de ce modelage du sol, on peut utiliser la végétation, puisque les racines des arbres retiennent une grosse partie de l'eau de pluie et la restituent plus tard. Une grosse erreur qu'on voit encore trop souvent sur les chantiers, c'est de rendre le sol imperméable. Avec des sols en béton et en béton non drainant, puisque maintenant il existe des bétons drainants, des canalisations où on enferme en fait les eaux de ruissellement dans des buses qui sont jamais assez grandes, où on essaye de canaliser l'eau alors qu'au contraire ça lui donne encore plus de force et que quand les buses débordent, ça déborde partout et c'est une catastrophe. Et donc il faut éviter ça au maximum dans vos jardins et si vous vous faites construire une maison aussi. Essayez d'avoir toujours un sol, par exemple les allées d'accès, voitures, etc. Toujours un sol drainant, perméable. Bon, on ne peut pas faire grand-chose contre des événements comme la grêle ou les tornades, mais on peut éviter, si on veut, certaines espèces qui sont plus fragiles que d'autres. Par exemple, les conifères, si vous avez des grands cèdres, ils se remettent très mal d'une branche arrachée ou d'un étêtage. Ils se remettent beaucoup plus mal, surtout s'ils sont très vieux, que par exemple un arbuste ou un petit arbre comme les oléastres en Méditerranée, on a beaucoup ça, qui se remettent très facilement d'une branche arrachée ou même reprennent du pied. Contre la sécheresse, il faut essayer de récupérer le plus possible les eaux de pluie. Donc si vous faites construire votre maison, ça devrait être automatique maintenant, demandez à ce qu'on creuse une cuve de récupération des eaux de pluie parce qu'on va faire les fondations de votre maison, donc ça ne coûte pas plus cher, quasiment pas plus cher de vous faire mettre en même temps une cuve enterrée ou dans laquelle vous pouvez récupérer les eaux de votre toiture. Sinon, on peut aussi installer des cuves extérieures qui contiennent moins de volume, mais c'est toujours ça de prix, avec un récupérateur qu'on peut poser sur la gouttière. Il existe aussi des cuves souples en bâche qu'on peut glisser à peu près partout. Et aussi, le top du top, c'est d'avoir une pièce d'eau. Alors là, encore mieux, vous pouvez faire creuser une mare, par exemple, avec une étanchéité en argile. Donc ça, c'est très joli. Ou avoir une pièce d'eau quelconque dans laquelle vous pouvez ensuite récupérer de l'eau pour l'arrosage du jardin. Ça vous donne une sécurité et une marge de manœuvre en cas de restrictions d'eau qui sont de plus en plus fréquentes malheureusement. Dans tous les cas, on peut utiliser la stratégie de la nature qui est d'être généreux. Semer abondamment, planter abondamment, autant que faire se peut en tout cas. Et surtout partir du fait de concevoir le jardin de façon à ce qu'on puisse subir des pertes de fruits ou de fleurs sans mettre en péril l'équilibre global. C'est une façon de penser un petit peu différente de celle qu'on nous inculque encore aujourd'hui depuis notre plus tendre enfance, qui est que tous les produits doivent nous revenir à nous. Là, il faut accepter qu'il y aura une partie de perte, une partie gâchée, une partie qui sera perdue, parce que c'est comme ça qu'on maintient l'équilibre global de notre jardin. Alors maintenant, la partie suivante, on va voir que les changements climatiques peuvent se faire aussi au sein de notre jardin et par le fait du jardinier. Souvent, on fait des changements radicaux, brutaux dans notre jardin sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Je vais vous parler de quelques exemples maintenant. Les changements brutaux au sein du jardin, attention! Le climat, ça fonctionne aussi à l'intérieur du jardin, c'est bien connu. Dans chaque jardin, il y a un microclimat. On dit ça en rigolant, mais c'est pas faux. Il faut garder en tête qu'il y a des conditions existantes dans le jardin. Il y a des courants d'air, il y a des lieux plus protégés, des lieux même un peu étouffés parfois.
Il y a certains lieux protégés par des arbres ou par des haies, il y a des lieux vraiment aérés et en plein soleil, il y a donc des lieux plus humides avec une atmosphère plus humide ou des lieux plus secs, plus desséchants. Et donc c'est quelque chose, c'est un existant. Donc quand on change un aménagement concret, on enlève un arbre, on arrache une haie, on construit un nouveau bâtiment ou un mur, eh bien ça change, ça modifie aussi les conditions climatiques du jardin et pas seulement votre paysage. Donc voici quelques exemples que j'ai rencontrés que je voudrais partager avec vous. Attention aux vieux arbres qui n'aiment pas que leur environnement change parce que ils ont du mal plus on est vieux, plus on a du mal à changer, donc ils ont du mal à s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Donc, par exemple, dans un parc où il y avait plein d'arbres très très beaux, très vieux, exotiques, avec plein de jeunes arbres qui avaient poussé autour, enfin ça faisait une trentaine d'années que les arbres s'étaient retrouvés dans une forêt. On a cru bien faire en coupant les arbres d'un seul coup, tout autour, pour libérer l'arbre remarquable. Et bien cet arbre remarquable en a énormément souffert parce que tout d'un coup il a été exposé au soleil, de partout, à la lumière, et au soleil qui allait jusque sur son tronc, par exemple, et au changement aussi dans le sol. Autre exemple, là on va parler du vent. Donc c'était un jardin, on va dire, voilà, c'est aussi un exemple réel, qui avait cette forme-là à peu près, et tout autour il y avait un bois. Et le jardin, là on avait un château, enfin c'était... Et puis là on avait d'autres plantations, c'était très bien. Et ce bois a été vendu, sauf une toute petite partie ici, qui s'est retrouvée comme ça. Et donc, le vent du nord, tout à coup, a pu avoir accès au jardin qu'il n'avait pas avant. Et ce jardin qui était si protégé, si agréable, a perdu tout agrément en plein hiver quand le vent du nord souffle et que c'est insupportable de rester à l'intérieur. Voilà. Donc ça aussi, on pensait pouvoir vendre les bois qui ont été abattus, bien sûr, par les propriétaires qui en ont fait des champs. Et du coup, le jardin s'est retrouvé sans protection et ça change toute l'atmosphère du lieu. C'est pas juste une question de vue qui a changé. Un autre exemple, alors là, avec des changements multiples. Un très grand parc qui est traversé par une rivière et qui, au naturel, plutôt une nature, on va dire, humide, marécageuse, parce que c'est la vallée d'une rivière, et dont le sol a été complètement transformé. Donc ça, c'est le parc de Méréville. Je vais l'écrire quand même, dans l'Essonne. Le sol a été transformé à la fin du XVIIIe siècle. Il a été drainé par des apports de calcaire et on y a créé de très belles prairies avec des petits bosquets, avec des choses comme ça. Donc c'était plus du tout marécageux. La rivière passait au milieu, c'était charmant. Et puis le parc a été vendu plusieurs fois et au XXe siècle, on y a fait une plantation de peupliers. Donc les peupliers, c'est une essence qui aime beaucoup l'eau. Et donc qui a bénéficié de la fraîcheur de la rivière, etc. Et puis ces peupliers ont été exploités un beau jour, donc tous coupés, et les souches ont été arrachées. Et en arrachant les souches, le sol qui avait été drainé a été complètement rebouleversé, et la rivière a retrouvé sa nature un peu marécageuse, à s'étaler partout. Et donc l'humidité qui n'était plus absorbée par les peupliers a pu se mettre partout. Et donc aujourd'hui c'est beaucoup plus marécageux que les créateurs du parc fin XVIIIe siècle le voulaient. Voilà, donc là encore on pensait juste retirer les arbres, retirer les souches
et en fait on a redonné une nature marécageuse à ce jardin qui avait été fait avec beaucoup de peine pour devenir de belles prairies autour d'une rivière. Dernier exemple, ça c'est quelque chose que je vois régulièrement. Si on a un rosier, par exemple, souvent c'est des rosiers grimpants, qui allaient très bien jusqu'à une certaine période et puis qui tout d'un coup ne vont plus bien, on peut chercher du côté de l'environnement qui souvent a changé. Donc souvent quand on a des rosiers grimpants, on est déjà contre un mur, souvent. Et si vous rajoutez par exemple un nouveau bâtiment qui va venir en coin, qui va venir un petit peu boucher le cours, enfin on va dire l'air qui passe, vous risquez d'avoir des maladies sur votre rosier qui auparavant allait très très bien. Parce que les rosiers aiment bien les atmosphères, ils aiment bien le soleil et puis les atmosphères saines, assainies. Donc si vous avez changé l'environnement et que cet environnement fait une atmosphère un peu plus confinée, avec plus d'ombre, plus d'humidité au pied, etc., votre rosier qui allait très bien peut attraper des maladies et être plus fragile. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, c'est un cas de figure que je vois souvent, donc je voulais le mettre en exemple. Voilà pour ces quelques exemples de changements brutaux à l'intérieur du jardin. Attention aussi à vos jeunes arbres que vous achetez en pépinière par exemple, parce qu'ils risquent d'attraper un coup de soleil sur l'écorce quand vous le plantez chez vous. En fait, en pépinière, ils sont assez bien protégés par leurs congénères et souvent les jeunes troncs ne sont pas très, très résistants, ils sont encore très tendres, ils sont habitués à être assez bien protégés. Et si vous le mettez dans votre jardin en plein soleil, le soleil notamment de l'après-midi, donc du côté sud-ouest, ça risque de brûler l'écorce et donc de faire un coup de soleil qui se manifeste par une nécrose sur l'écorce. Donc pensez à ça, ombragez vos jeunes plants, les jeunes troncs, le temps qu'ils s'habituent. Voilà, donc comme d'habitude, il faut penser aux interactions, même en ce qui concerne le climat. Quand on fait quelque chose dans le jardin, ça a forcément un impact ailleurs. Alors maintenant, je vous emmène dans mon propre jardin, qui est toujours aussi nouveau que dans les dernières vidéos, mais où j'ai déjà fait des petites installations et des choses pour m'adapter au climat. Et je vous emmène voir ça tout de suite. Alors lorsqu'on est en pente sur un terrain en pente, on s'évertue à ralentir l'eau, donc c'est mon cas. Ça, c'est la route qui est au-dessus de chez moi pendant une petite ondée, on va dire, pas grand-chose. Donc vous voyez qu'il y a de l'eau qui coule et ça peut vraiment se transformer en rivière, mais très très facilement avec 10 cm d'épaisseur d'eau partout. Donc j'ai une petite bordure de trottoir devant ma maison, ce qui empêche, ce qui permet à l'eau de prendre bien le virage. Mais ce qui ne prend pas le virage, parce qu'il y a une partie où il n'y a pas la bordure, voilà, c'est ici. J'ai fait des mini terrasses simplement en posant des pierres. Et en fait, ça suffit, la terre s'y met assez naturellement. Les plantes s'y installent naturellement. Puis quand j'ai un petit peu de terre en trop, je mets dessus. Et déjà là, ça suffit pour bien garder, bien ralentir le trop plein d'eau de la route. Et puis j'ai commencé à planter des petites choses ici, un petit cistle danifère, bon ça viendra au fur et à mesure. Et sous ces petites terrasses, on a le rocher nu en fait, le rocher nu qui autrefois portait une maison mais qui a été détruite un petit peu avant que j'achète la mienne. Et du coup on se retrouve avec ça et les premiers temps, il y avait tout le temps de la terre qui... Alors, on voit là la route en haut, les petites terrasses en haut, au-dessus du terrain nu, du rocher nu. Là, on passe la clôture de mon jardin et après, on arrive sur mes terrasses. Donc là, c'est plus de la pente, là, c'est des terrasses. Et puis après, la pente continue jusqu'à la mer, comme vous le voyez. Donc là, je vous parle de terrain plat, drainer et conduire l'eau. Mais en fait, voilà, l'eau qui coule, là, c'est la suite de l'ondée qu'on a vue tout à l'heure. Donc en fait, l'eau percole dans les terrasses
différentes terrasses, et puis ressort par ici, et puis par la terre, plusieurs heures après, de longues heures après. Et là, j'ai creusé en fait un chemin, une allée, c'est mon allée de jardin. Et j'y mets des pierres, alors pour l'instant c'est pas complet, hein. J'y mets les pierres que je trouve quand je fais mes cultures. Donc ça sert d'allée et en même temps de drainage. Donc l'eau suit ce chemin et comme ça rentre doucement dans la terre au lieu de couler directement en fait dans le sens de la pente. Et cette allée est en diagonale par rapport à la parcelle, donc on le reverra tout à l'heure ou un peu plus loin où j'ai mis une vue de dessus. On voit qu'elle est diagonale par rapport à la terrasse, ce qui ralentit encore un peu plus l'eau et évite de raviner, de trop peser sur un seul endroit du terrain. Voilà, et sur les côtés de la terrasse, donc là on voit d'où ça vient. Sur les côtés de cette allée creusée, en fait, voilà, on voit, là la terre elle est drainée, là les plantes n'ont plus trop les pieds dans l'eau, donc ça sert voilà, de drainage et pour guider l'eau. Alors une autre protection dans l'absolu, c'est de mettre une même espèce à plusieurs endroits différents. Donc ici avec ma verveine, j'avais 2 pieds du même âge, donc on a vu le premier pied, le deuxième il est tout petit, il a failli pas reprendre en fait. Donc ils sont dans 2 endroits différents, plus ou moins venteux, celui-là est plus exposé justement au vent. J'ai cru qu'il reprendrait pas, mais bon finalement il a repris. Mais voilà, le fait de mettre deux plants à 2 endroits très différents, ça c'est une sécurité en fait. Alors pour le vent du nord, effectivement moi j'ai le vent dominant, c'est le vent du nord qui passe entre les montagnes et là qui agite le figuier et le sureau qui est à l'intérieur du figuier. Et puis après j'ai pas grand chose pour l'instant, là j'ai le bord de ma terrasse et on voit que le vent du nord là plie les herbes, les grandes herbes. Donc tout au bord de cette terrasse là j'ai planté des choses qui sont encore très petites, qui ne se voient pas, mais qui j'espère assez bientôt feront une bonne protection. Donc on a le vent qui passe entre les montagnes d'à côté et puis juste au-dessus, puis à droite de l'autre côté. Et alors voilà, là on voit par le dessus, on voit la direction aussi des allées que j'ai faites. Celle de droite, là la grise, celle de droite c'est celle que je vous ai montrée avec le système de drainage. Et puis on voit le vent qui agite bien les choses. Bon, là, c'était pas un vent très très fort, mais quand même assez puissant malgré tout. Et on voit comme ça remue les plantes et les hautes herbes. Et en fait, ces hautes herbes, ça sert de protection contre le vent pour des toutes petites plantes. Donc par exemple, quand on a des jeunes plants fragiles, ils sont très bien protégés quand ils sont au ras du sol, ils sont très bien protégés par les grandes herbes. Donc il ne faut pas hésiter, surtout automne-hiver, à laisser les herbes repousser, éviter de tondre, de toute façon c'est pas très bon de passer dans les herbes ou dans les cultures quand c'est l'hiver et que le sol est humide, parce que de toute façon on abîme le sol, hein, ça vous l'avez vu dans la deuxième vidéo. Mais voilà, ces hautes herbes ont aussi l'avantage de protéger les jeunes semis, les jeunes pousses. Et là, on est complètement exposé côté est, mais finalement, c'est pas vers l'est, c'est pas de l'est que vient le vent le plus fort. Et on va passer aux mini clairières protectrices, donc c'est celle dont je vous ai parlé. Là, on a un jeune plant d'avocat qui est encore tout petit, il est issu de semis, mais il est très protégé en fait par les herbes qui sont autour. C'est pas des herbes gigantesques, hein, c'est pas des plantations, c'est pas des haies, quoi, c'est pas des haies brise-vent, mais c'est simplement les plantes qui sont là, les plantes annuelles, vivaces, celles que je tondrai à la belle saison en fait, hein, mais ça suffit pour protéger. Alors le compromis entre vue et protection. Voilà, alors la vue c'est le côté paysager. Là, on est au bord d'une terrasse et effectivement, il y a une très belle vue sur la mer. Mais j'ai quand même décidé de planter, bon, il est encore tout petit, mais un petit arbousier qui va servir à tenir le coin de la terrasse
pour en cas de gros ruissellements, de grosses arrivées d'eau, que le coin de la terrasse soit bien tenu par les racines des arbres, parce que sinon il y avait aucun arbre à cet endroit-là, puisque la terrasse elle est toute neuve de l'année dernière, on va dire, donc elle est encore assez fragile. Et en face on a la mer. Donc j'ai préservé d'autres vues sur les côtés, mais là j'ai décidé que à cet endroit-là, la priorité ce serait la sécurité. Voilà pour le petit tour du jardin. Donc en ce qui concerne le climat et les changements climatiques, tout est encore en train de bouger. On doit s'adapter au fur et à mesure que les événements arrivent, mais toujours beaucoup observer, voir ce qui se fait ailleurs, expérimenter, recueillir de ces expérimentations. Enfin voilà, c'est une adaptation constante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les sources et quelques pistes dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine, je vous souhaite tout le bonheur du monde et jardinez bien. À bientôt.